We're delighted to welcome our guest this morning, our panelist. I will start with you, Diane Karusisi. You are the CEO of the Bank of Kigali, and you will provide us with insights on the banking sector and the financial services industry at large across Africa. Sitting next to you will be Mathieu. Mathieu, you are the Deputy CEO of Meridiam, one of the largest infrastructure investment platforms in Europe and in Africa. Brelote Ba, you are the Deputy CEO of Orange, Middle East and Africa, and you're also acting as the Chief Operating Officer of Orange. And finally, Martial Gokwe. Martial, you are the Managing Director of Vista Bank Guinea. So just a few words about the session this morning, a few words on our conversation, the one we will have. There is a large consensus across Africa regarding deficit in infrastructure. Recently, the African Development Bank put forward that it would be each and every year needed between $100 and $170 billion of investment to close the gap. Fortunately, in the digital infrastructure, and Brelote, you will certainly comment on that, significant improvements have been made in recent years. And today, for example, the percentage of the African population that has broadband access went from 26% in 2019 to 36% in 2022, so a significant improvement according to the World Bank, this figure being 55% in Northern Africa. So in this context, perhaps the public-private partnership concept is a wonderful opportunity to close the gap in infrastructure across Africa, and also a potential mean to sustain private initiative and a catalyst for Pan-African capitalism in Africa. And especially, and Martial, you will have my first question, especially in a context where we can see Western players refocusing on their domestic market. And this is particularly true, Martial, and my first question will be for you in the banking sector, where we have recently seen either South African or French systemic banks refocusing on the domestic market. Does that create opportunities for African capitalism? Comment donc créer des opportunités pour le capitalisme africain? Okay, it's working. Thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de me retrouver ici. Et bien sûr, je vous passe les salutations du président. L'engagement des banques étrangères en Afrique, comme vous l'avez dit, il y a un besoin d'investir en Afrique. Nous le savons tous. Nous savons que c'est le moment de l'Afrique. Nous devons investir en infrastructure, en banque. Nous devons donc investir un peu partout et nous devons le faire nous-mêmes. Ce mouvement donc nous donne une opportunité de bâtir un groupe fort panafricain. Et bien sûr, nous allons le faire mieux qu'on le faisait auparavant. Nous amenons des capitaux des autres banques et nous sommes basés dans 16 pays. En 2027, nous serons présents dans 30 pays. Mais ce n'est pas seulement avoir notre présence là-bas, il faut également financer nos pays et en fin de compte, c'est soutenir nos clients. Avec le programme que nous avons, le programme continental de commerce en Afrique, ce que nous avons en Guinée, à Kigali, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire,
être dans ce pays en tant que groupe, nous pouvons faire beaucoup plus pour nos clients, nous pouvons faire beaucoup plus pour notre pays. Bien sûr, pour nous, c'est une grande opportunité et nous allons essayer de nous accroître pour être un grand groupe, pour avoir plus d'opportunités d'investir en Afrique. Voilà, merci. Mathieu. Selon UNICTAD, les investissements directs sont toujours consistants. Sur base de votre expérience, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les indicateurs de succès? Où se trouve l'échec? Donne-nous votre observation de partenariat public-privé. Pour moi, ce qui est important, c'est voir le succès et les échecs des PPP, partenariat public-privé. Donc, la plupart des projets de PPP sont des échecs. Plus de 90% de ces projets dans le monde ne réussissent pas. Il y a donc ce problème. Avant le développement du PPP, quels sont les éléments clés qu'il faudrait éviter? Je pense qu'il y a trois aspects qui existent. On doit se concentrer sur ces aspects-là. D'abord, le projet doit être essentiel. Le projet de partenariat public-privé, en général, c'est toujours un projet complexe et qui doit être essentiel pour la communauté pour qu'il soit un succès. Ça, c'est le critère numéro 1. Critère numéro 2, et qui est très important, c'est l'évaluation de ce projet. Parce que la plupart de ces projets manquent des préparations importantes. Et également, ça ne produit pas des résultats escomptés. Voici la raison qui cause l'échec. Donc, la préparation de ce projet, c'est important. Ça doit être important. Les études de faisabilité, des études techniques, ça doit être là. Donc, la plupart pour ces projets, ces éléments ne sont pas mis en place. Troisième élément, c'est l'abordabilité. Ce que le client ou l'utilisateur peut payer, sont prêts à payer. Ce qui est donc établi pour que le projet puisse être abordable, pour que le projet d'approvisionnement de marché puisse être beaucoup plus concurrentiel. Il y a plusieurs raisons, mais l'abordabilité, le service essentiel, ce sont des éléments et des caractéristiques importantes qui doivent être mises en avance pour éviter l'échec. Et des fois, lorsque vous financez votre projet, dans la plupart des cas, si vous considérez ces éléments, c'est un succès. Merci, merci Mathieu. Maintenant, parlons des entreprises africaines. Je vais vous poser la question. Je vais vous demander, Diane et Brelotte. Il y a des entreprises qui sont des champions du panafricanisme. Qu'est-ce que ces entreprises doivent faire pour être développées en des champions de panafricanisme? Merci de m'avoir sur ce panel intéressant. J'ai apprécié l'introduction, la présentation sur le capitalisme africain. Je pense que nous devons comprendre cela. Pour moi, c'est le capital humain, technologique, déployé pour trouver des solutions aux défis africains. Voici ce que les entrepreneurs africains sont en train de faire. C'est trouver des solutions intelligentes, de trouver de l'argent pour pouvoir trouver des solutions aux défis africains. Ce que Martial disait tantôt, c'est que ces groupes assez larges de financement sont en Afrique et des fois, tu essaies d'évaluer ce qu'ils ont déjà fait pour l'Afrique. Parce que ces groupes ont déjà financé des entrepreneurs, des PME, des femmes. Je ne veux pas être juge, ce n'est pas mon rôle, mais je crois vraiment que c'est pour les Africains de trouver des solutions pour leurs problèmes. C'est pourquoi
Aujourd'hui, j'aime le dire ici au Rwanda avec fierté que le système bancaire montre comment on peut financer l'économie. Et vraiment, c'est très important l'apport des banques locales. Nous avons des banques locales qui travaillent avec des entreprises locales pour trouver des solutions aux défis locaux. Parce que nous sommes un petit pays, c'est très facile pour nous de mettre en place ce que nous mettons en place et des solutions que nous mettons en place. Voici pourquoi les choses marchent. J'aime donner cet exemple. Lorsque le gouvernement a eu donc cette ambition de créer Kigali comme le centre des conférences, les gens ne croyaient pas. Mais nous avons appuyé donc un endroit comme ça qui est intéressant pour des réunions. Aujourd'hui, Kigali est devenu donc un centre des conférences. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de personnes locales qui comprennent les défis locaux et je crois qu'on a besoin de beaucoup de partenariats pour que les choses puissent se réaliser. Le leadership du gouvernement est important, mais vous devez avoir des gens qui ont des cerveaux, des solutions et essayer vraiment de profiter de ces opportunités pour essayer de s'y activer. Pour parler des succès locaux, pour être champion africain, c'est notre vision maintenant. On peut dire, on a bien travaillé au Rwanda, comment on peut nous étendre, comment on peut faire de l'extension, enfin de la croissance. Ce que nous essayons de voir, c'est un cadre de régulation assez fragmenté. Nous avons des régimes de réglementation, de régulation. Comment gérer alors? Je crois c'est qu'il faut il faut que des leaders politiques soient confortables à essayer d'harmoniser le cadre réglementaire pour essayer de cibler des opportunités qui vont permettre à ce développement. Est-ce que la ZLECAf peut aider? Oui, absolument. C'est un accord qui est fondationnel. Mais on doit bâtir beaucoup plus sur cette fondation pour pouvoir produire la transformation dont nous avons besoin. Il y a l'accord qui est déjà là. Hier, je pense que c'est le café qui est échangé à travers sur base de cet accord. Nous avons besoin des systèmes de paiement. Nous avons besoin d'harmoniser les normes. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous devons travailler sur beaucoup d'éléments. Également, les infrastructures, parce qu'on ne peut pas faire du commerce sans infrastructure. Il y a un certain nombre d'éléments à ajouter sur l'accord. C'est bien que nous avons un forum comme ça parce que nous avons des décideurs ici et chaque année, nous espérons voir des progrès. Absolument. Je crois que nous voyons plus dans le secteur des banques parce qu'il y a une amélioration, parce que les banques comprennent la population. C'est quelque chose qu'on doit maintenir pour la croissance. Brelotte, quelle est votre observation? Merci de votre invitation. Si nous voulons avoir des entreprises championnes de panafricanisme, je pense que les grandes opportunités se trouvent au niveau du continent. Lorsque je vois les industries numériques, nous avons des grands opérateurs. Nous avons Orange qui se trouve dans 17 pays avec 17 milliards de dollars. Donc, les entreprises sont là. Mais comment avoir beaucoup plus d'entreprises de cette portée? Quand vous considérez le secteur de l'Internet et de mobile, c'est le plus grand succès en Afrique. Et on peut dire la même chose en ce qui concerne de l'industrie mobile. Quand on considère les statistiques, nous avons plus de 300 millions qui utilisent l'Internet et plus de 600 millions qui sont couverts par la couverture mobile. Nous avons des opportunités en allant de l'avant parce que nous avons des avancées ici en Afrique dans ce secteur.
parce qu'il y a des populations qui sont connectées au niveau des téléphones mobiles. Et nous sommes toujours en pleine croissance de ce chiffre. Quand vous considérez les géants aux États-Unis, ils ont des chiffres moins importants par rapport à l'Afrique. Et les recettes, c'est plus de... ils sont en train donc de trouver leur marché au niveau local. Nous avons donc des défis. Nous avons des raisons de ce qui se passe. Alors, ce qui est important, c'est que les personnes puissent voir si les projets sont relatifs à leur vie et vraiment comment on peut avoir des volumes importants et essayer de traduire cela en termes de ce que nous sommes en train d'offrir. Mais cela veut dire, par exemple, si vous êtes au Rwanda ou au Cameroun ou sur des grands marchés, vous avez besoin de voir le côté du cadre réglementaire, parce que le cadre réglementaire est important, parce que si vous avez besoin des champions, vous avez besoin du financement, vous avez besoin donc du capital. Et également, il faut que on puisse avoir de la réglementation qui permet à la croissance des entreprises. En plus du financement, qu'on puisse avoir plus un cadre réglementaire favorable pour avoir des champions. Ceci va nous permettre d'avoir ce qu'il faudrait avoir pour arriver d'1 million de dollars, pour que les clients puissent utiliser cela, pour accéder à toute une base. Et nous aimerions être dans chaque pays pour savoir comment on pourrait profiter de ces opportunités en termes de chiffres et les financer avec le capital, avec le cadre réglementaire. Ceci présentera des opportunités. Pour ajouter à cela, vous pensez que la technologie numérique peut accélérer le développement du capitalisme? Comment on peut accélérer cela? Rappelez-vous, durant Covid, la plupart des pays ont adopté le commerce en ligne. Ça veut dire que le commerce en ligne peut présenter des solutions par rapport aux clients qui ont ces applications avec les nouvelles technologies comme le génotype de l'intelligence artificielle, qui peuvent être des technologies transformatives, qui peuvent être utilisées. On peut utiliser des données pour avoir une grande portée, pour pouvoir aussi aider dans la réduction des opérations, pour pouvoir avoir l'abordabilité des services, pour améliorer et profiter du pouvoir qui nous est fourni par le numérique. Parce qu'avec cela, nous aurons plus de clients et nous allons faire beaucoup plus de profit. Je vais vous donner un exemple. Que des solutions entrepreneuriales que nous avons. Nous travaillons avec des équipes qui font des processus qui sont confortables avec ce secteur. Il y a plusieurs façons d'être des réussites en utilisant donc ces services. Mais on doit être formé par rapport à cela, avec des possibilités. La formation va avec les opportunités. Nous devons comprendre cela. C'est pourquoi nous devons revenir à cela. Ceci est une clé pour améliorer donc le potentiel numérique. Sur le PPP, j'ai une question pour vous, Mathieu. Le PPP peut développer des infrastructures en Afrique. Vous avez déjà commenté sur cela. Dans le secteur numérique, dans le secteur physique. Pour vous, quel type de modèle PPP recommanderiez-vous? Pour vous, Mathieu, qu'est-ce qui rendrait l'Afrique
le centre de la fabrication, le centre de la manufacturation, je dirais. Comme mes collègues l'ont mentionné, la ZLECAf est une grande opportunité africaine pour pouvoir arriver à cet objectif, mais deux secteurs importants qui offrent des opportunités, des possibilités pour changer la situation. Je pense en premier lieu, c'est la transformation des minéraux. C'est très important. D'abord, accès à ces minéraux. Pour la plupart, sur le continent, il y a donc cette possibilité pour la plupart des acteurs africains d'être en position d'apporter cette transformation au niveau de la chaîne des valeurs. Je pense que c'est une opportunité qui doit être saisie. Et un autre secteur, c'est l'agriculture. Il y a des grandes quantités. Il y a beaucoup des introduits qui peuvent faire la transformation. Ceci pourrait être utilisé pour pouvoir servir le continent en tant que marché. Nous avons des secteurs clés où cette transformation se passe pour le moment, mais je pense qu'il faut beaucoup plus des secteurs où cette transformation pourrait s'appliquer. Il y a un besoin d'infrastructures, comme je l'ai déjà dit, et voir comment nous pouvons travailler dans le secteur de transport d'énergie pour essayer d'apporter cette transformation avec beaucoup d'utilisateurs qui peuvent rendre ces projets d'infrastructure possibles, comme cela a été mentionné. L'abordabilité également pour ces projets doit être ajustée au prix qu'il faut pour les utilisateurs. Je pense que au début, vous avez parlé de lacunes en termes d'investissement. Nous avons parlé donc de cette lacune massive. Bon, tenons compte de l'Afrique, des dimensions de l'Afrique, nous voyons que c'est vraiment dérisoire. À un certain niveau, nous avons une faible densité. Nous avons une population comparable à la population chinoise. Ceci, c'est un grand défi en termes de fourniture d'infrastructures. Comme je le disais, nous avons vu des grands investissements en termes d'infrastructures, en termes de télécommunications. Il y a 75 milliards qui ont été investis dans des réseaux mobiles. Mais il y a toujours un besoin de deux éléments. D'abord, c'est faire de l'extension des infrastructures, les infrastructures de base que nous utilisons dans la télécommunication. Par exemple, la fibre optique. C'est très important d'avoir ce partenariat avec le public et le privé pour s'assurer que nous avons conçu ce qu'il faudrait. C'est avoir accès aux facilités publiques, aux infrastructures publiques. Bon, je dirais que amener la fibre optique partout, c'est pas facile sans partenariat. Nous devrons avoir ce partenariat pour pouvoir avoir accès équitable. C'est pourquoi il est important d'inclure le gouvernement, ce qui veut dire que la régulation, le cadre réglementaire doit rester comme il est, d'une manière durable. Et ceci peut nous donner des opportunités d'investir beaucoup plus. Ceci, c'est important pour les infrastructures. Deuxièmement, c'est l'inclusion. Oui, nous avons investi 100 millions, mais nous avons toujours des populations qui ne sont pas connectées. US dollar.
Juste pour couvrir des centaines de gens, sinon vous n'allez pas récupérer sur les investissements. C'est le rôle du gouvernement pour s'assurer qu'on ne laisse personne à la traîne, qu'on puisse prendre des actions pour réverser la situation. Cela est fait au Maroc, au Burkina. Il y a des actions qui doivent être mises en place pour être sûr qu'on réverse la situation. Mais on doit aussi reconnaître que certains PPP ne sont pas en train de bien marcher dans certains pays. Vous verrez que certains pays ont connu de fortes dettes, certaines. Mais dans les entreprises privées, vous trouvez qu'ils vendent à 10 fois plus du prix. Mais il y a des communautés qui ont besoin de ces structures. Donc, ce serait ça, en fait, l'objectif de ce PPP. Donc, c'est important si nous voulons ajuster l'investissement des 100 milliards dans l'infrastructure digitale. Diane, la Banque mondiale arrive. Quel est le rôle dans le financement de tous ces investissements, des grandes ambitions? Et comment est-ce que le secteur bancaire pourrait être vital pour le développement, pour notre grand marché africain? Je pense que le rôle essentiel de la banque, c'est de collecter, ce qui n'est pas important. En fait, il faut bien sûr investir dans les produits d'investissement. C'est ce que nous faisons, les fondamentaux de ce que nous faisons. Alors, nous sommes en train de considérer l'investissement de manière productive. Et quand nous parlons de productif, c'est que nous voulons un investissement qui va donner des chances pour qu'on puisse en fait investir et gagner plus. Et on veut bien sûr mettre en place une chaîne de valeur. Et puis, on essaie d'entrevoir un développement durable, une transformation durable. Et la valeur du partenariat public-privé est très importante ici. J'ai vu ici, en tant que banque, nous avons eu des partenariats avec des télécoms. On a vu l'impact que cela a produit, les effets que ça a produit, rapport avec les produits qu'on a mis à la disposition des populations. Actuellement, il y a en fait aussi des partenariats avec les philanthropies, avec des organisations de recherche pour essayer de trouver des solutions qui peuvent mettre à l'échelle très rapidement et produire un effet. Et ce que nous faisons, encore une fois, c'est que nous devons trouver des voies et moyens pour collecter ou rehausser, renforcer en fait à long terme les rôles de la banque, bien sûr travailler avec les politiques, les banques, et nous devons trouver des voies et moyens. Comment dire aux gens, vous pouvez le faire, on pouvait déployer en fait des investissements à long terme dans un investissement productif et multiplié, mettre à l'échelle, essayer d'avoir un effet à multiples effets rapidement et avoir un impact plus élevé. Et puis Mathia, avec l'émergence de ces groupes corporatifs, de ces grandes entreprises africaines et des grands groupes, quel type d'interaction y a-t-il qui sont possibles dans la région afin d'encourager de plus en plus en fait une place un marché panafricain en tant que groupe? Nous ne sommes plus une région. Il y a des collègues aussi qui sont dans d'autres régions. Ce que nous devons donc faire, c'est développer ce qu'on a appelé le partenariat. Et en fait, pour faire les affaires entre la Guinée et Kigali, si je veux envoyer par exemple des produits des Guinéens à Kigali, je dois passer par Paris d'abord, par Londres pour y arriver. Mais aujourd'hui, avec l'Afrix Bank, nous avons maintenant des hubs, on peut envoyer de l'argent directement au Rwanda sans plus passer par les d'autres continents. Donc, c'est pas difficile de mobiliser les fonds pour financer nos entreprises. Mais ce que nous devons faire, si nous voulons être forts demain, si nous voulons bâtir l'avenir de l'Afrique, c'est d'avoir nos propres outils. Et pour
construire, mettre en place nos propres outils pour notre continent. Et pour le faire, nous avons besoin de le faire en rapport avec, bien sûr, par rapport à la conformité. Le gouvernement de Konambani disait que la banque, c'est la banque. La banque, c'est la banque. Ça veut dire qu'avec une faible conformité, c'est un faible secteur bancaire. Nous devons nous conformer, nous devons travailler avec nos gouvernements, avec la gouvernance. Nous devons travailler sur la redevabilité, sur le leadership. Nous devons travailler sur nos talents. Nous devons travailler sur tous les niveaux outils dont on dispose aujourd'hui pour faire les affaires. La numérisation, par exemple, l'intelligence artificielle. Et là, nous devons bâtir nos propres outils, forger nos propres outils, en se servant, bien sûr, de tous les systèmes. Ce sera très bon pour nous, sinon ce ne sera pas bon pour nous. Autre chose qu'il faudrait ajouter, je pense, comme vous l'avez dit précédemment, mettre à l'échelle, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous considérez l'Afrique, elle est très diverse et diversifiée dans plusieurs pays. Il y a des expertises, beaucoup de savoir-faire, et il faut mettre à l'échelle. Maintenant, vous savez, si par exemple nous pouvons le mettre à bord, nous pouvons accélérer. Les talents, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir des personnes bien formées dans tous les domaines. Et cela a été signalé. Les talents, d'abord. Et bien sûr, les épargnes ne sont pas les mêmes à travers les pays, mais nous avons besoin des capitaux, savoir d'équité, comment on peut joindre les épargnes dans tous les pays où il y en a plus, comme en Afrique du Sud, où il y a plus d'investissement dans d'autres pays. Et il y a bien aussi le savoir-faire. Par exemple, dans Orange, nous essayons d'avoir ce qu'on appelle c'est un programme qui essentiellement essaie de référencer à travers tous les pays pour voir si les meilleures solutions sont déployées dans les divers pays. Donc nous devons donc apprendre quelque chose là, partir des expertises disponibles sur les réussites. Le dernier point d'ailleurs que j'ai même souligné, mon collègue l'a dit, c'est le marché mondial. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, qu'on peut faire sans tenir compte des 50 régulations, si vous voulez. Et donc, il faut se conformer et c'est aussi mettre à l'échelle. Diane, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour faire prospérer leurs économies, pour avoir un impact positif sur les continents, un impact social positif sur le continent? C'est une question très facile, je pense. Par-dessus toute chose, les entreprises ont besoin de leadership. Ici, nous voyons des entreprises, des pays, des régions. Nous avons besoin des leaders, des dirigeants. Et les dirigeants, ce n'est pas seulement, il y a beaucoup de PDG dans la salle, mais nous avons besoin des leaders, donc à tous les niveaux, au niveau départemental, au niveau des secteurs, à tous les niveaux. C'est essentiel. Important. Nous avons besoin des leaders qui ont vraiment les deux bottes dans leurs activités. C'est quelqu'un qui a une vision continentale, pas quelqu'un qui regarde une petite zone, une petite entreprise qu'il peut mener dans sa région. Il faut avoir un aperçu continental, panafricain. Alors, nous avons ces leaders. Martial est parmi eux. Nous avons beaucoup de leaders africains qui sont en train de mettre en place des champions panafricains. Et ce n'est pas seulement, comme il l'a dit, être dans 5 pays. Il s'agit plutôt d'apporter des solutions aux défis des gens dans tous les pays où vous servez. Et c'est ce que font les leaders. Trouver des solutions pour améliorer le vécu quotidien des gens et faire avoir des retombées. En fin de compte, vous résolvez des problèmes, puis vous avez vos retombées. Nous sommes des êtres humains. Vous croyez... Vous laissez cette terre, vous aurez laissé quand même un impact, un effet
personnes peut-être pas se rappeler l'argent que vous avez réalisé, mais on va se rappeler de l'impact ou de l'effet que vous avez fait dans la société. Donc on a besoin d'un ensemble de dirigeants africains qui ont des ambitions, qui veulent vraiment créer un impact social. Dernière question, c'est pour vous les quatre avant qu'on prenne les questions de la part du public, de l'audience. Alors, sur base de cela, pendant la session, est-ce que vous pouvez partager avec le public les principes, conseils aperçus sur la manière de rendre le marché africain plus grand et global, si vous voulez? Je pense que si nous avions la formulaire pour le panacée ou pour la recette, on n'aurait pas de défis, on n'aurait pas de bon, mais quand même des conseils, des principes. Je pense que tout a commencé d'abord par l'ambition de faire quelque chose, de réaliser quelque chose et qui a un impact sur la communauté concert. Je pense que c'est juste un levier personnel que tout le monde devrait avoir et bien sûr diriger. Essayez de rallier les gens autour de votre objectif, autour de la vision. Notre président l'a fait ici très bien. Il a rallié tous les Rwandais suivant une vision et nous sommes en train de récolter les retombées. Donc nous voyons, puisque les gens croient, ils sont ralliés à la cause. Alors je crois fermement dans la clarté de la vision. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Je pense aussi qu'on doit être consistant. Donc, pas être superficiel. Il y a beaucoup de distractions. Il y a eu Covid il y a quelques années. La géopolitique aussi, des distractions géopolitiques aussi. Il y a des perturbations, des interruptions partout. Alors, il faut donc agir selon la vision, une vision claire. Je mets l'accent sur une vision claire. Ça doit être clair pour tout le monde. Nous devons être consistants. Merci. Je n'ai pas de recette non plus, mais peut-être on peut ajouter un ingrédient. D'abord, c'est l'accès au capital. C'est l'un des ingrédients dont on a besoin, mais c'est vraiment difficile. Et je pense que nous sommes dans l'infrastructure, dans les secteurs de l'infrastructure pour mettre en place des champions. On a besoin de capital au niveau local. Il y a une forte présence dans le capital privé et capitaux d'équité, mais il faudra qu'ils soient là pour attirer l'argent commercial. Ça, c'est un. Nous avons essayé de tirer profit, en fait, de cette situation pour attirer 70% de l'argent qu'on a prélevé de l'Afrique, environ 70 milliards de l'argent. Ça, c'est un premier défi, le capital local. Nous sommes parmi les peu d'investisseurs africains et nous avons besoin de répartir de capitaux dans les entreprises et industries locales. Et ils ont besoin d'assurance, comme dans les institutions publiques. Et bien sûr, c'est pour ça, essayer d'attirer les grandes attentes sans commettre d'erreurs, bien sûr, c'est l'argent. Nous devons avoir des attentes et puis à partir de masse. Et vous voyez, ces institutions aujourd'hui, quand nous les rencontrons, nous présentent deux problèmes. Un, d'abord, c'est la régulation pour savoir répartir à partir de l'argent dans d'autres options. Et puis aussi à l'infrastructure. Donc l'argent est là, c'est un problème de répartition. Et il y a aussi le problème de la régulation. Le deuxième problème, c'est bien sûr se concentrer bien sûr pour différentes raisons, le problème des banques locales. Donc la régulation et puis pas encore la bonne répartition des capitaux. Merci Mathieu. Comment rendre les entreprises américaines plus fortes? Je pense que je l'ai dit précédemment.
en d'autres termes, là où l'Afrique va, je suis le PDG. Les leaders sont en train de faire des affaires d'une certaine manière. Et là, il nous faut des grands leaders, des gens qui comprennent les potentiels du numérique. Et vous voyez que l'IA est en train de remplacer les humains, l'humain est en train d'utiliser l'IA va remplacer l'humain. Donc nous devons comprendre la puissance et la force du numérique aujourd'hui. Et il faut mettre en place des stratégies. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une jeune population qui comprend cela très bien et c'est un grand actif au compte du continent en termes de dimension. Donc, il faut seulement les aider à avoir des finances, les former. C'est pour cela qu'on a des centres. On a déjà formé plus d'1 million d'Africains gratuitement pour le codage dans le système Orange. On a environ 17 de ce centre en Afrique pour les aider à se familiariser à ce système, comme dans les grandes entreprises américaines. Donc le financement est très important. Nous avons vu que tous les grands champions n'ont pas bien sûr, ne sont pas nés hier. Ils ont pris du temps. Donc, ils sont là depuis 20 ans, 40 ans. Donc, il faut bâtir sur le long terme. Et je pense que le public a aussi son rôle à jouer. La régulation est d'abord le rôle avec tous ces ingrédients. Nous pouvons faire des grands champions de l'Afrique ou panafricains. La même question, monsieur, à vous tous. Je pense, nous devons être concrets. Nous devons bâtir, bien sûr, l'avenir de la future génération. Mais là, il nous faut du sacrifice. Nous devons, en tant que PDG, nous devons faire davantage, avoir la vision avec plus d'engagement, agir avec la main dans la main avec la gouvernance. Les grandes entreprises dans le monde ont eu un rêve, un bébé dans 10 ans, dans 5 ans. Donc c'est possible pour les groupes africains d'acheter un groupe européen, pourquoi pas? Donc nous devons seulement être forts, donc téméraires. Nous devons y aller. Nous devons, pas que nous pouvons le faire, nous allons le faire. Nous devons être très forts. La gouvernance, bien sûr, la redevabilité. Nous devons promouvoir nos clients. Nous devons savoir les connaître, les faire grandir, faire grandir nos banques au niveau local d'abord. Si vous voulez grandir au niveau de la région, il faut d'abord commencer dans nos pays. Pas en termes de taille seulement, mais en termes de réputation, mais aussi sur base de connaissances, professionnalisme. Donc, nous devons nous sacrifier pour notre continent. Merci. Donc, nous allons garder la population, les gens. Donc, merci, messieurs et madame. Des questions à partir du public à adresser aux panélistes, aux orateurs devant vous. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser une question? Une question aux orateurs. On ne voit pas. Si on peut mettre la lumière pour qu'on voit le public. La lumière. Il y a une question. Il y a une question ici. Merci beaucoup. Je m'appelle Laila Bodé du Nigeria. Je suis PDG de Custom Africa. C'est dont l'Afrique a besoin essentiellement. C'est une nouvelle génération de modèles socialistes d'affaires. Et c'est un mariage d'entreprises qui ont réussi avec le développement social. Au Nigeria, actuellement, nous avons une entreprise qui s'appelle Custom Africa. C'est Custom Cash Africa. C'est vraiment africain. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons par exemple vendre nos services à MTN, là où il y a une plateforme, et là nous amenons nos clients. C'est conçu de rendre la vie des clients plus facile. Si vous achetez par exemple à MTN, vous voulez acheter notre produit, il va
instantanément mettre de l'argent et puis le consommateur peut retirer. Vous ne pouvez pas recevoir votre récompense à moins que vous vous serviez de cette plateforme. Alors l'argent qui passe par le Nigeria rapporte maintenant 20 milliards. C'est en train d'aider les gens sont en train d'aider commencer certaines entreprises, certaines activités d'affaires. Alors, pourquoi sommes-nous le premier pays en Afrique d'avoir établi une récompense nationale universelle? Pourquoi? Parce que vous pouvez renforcer, booster votre économie dans les affaires en récompensant les gens à travers les taxes, dans le domaine fiscal, dans les domaines des activités. On peut aussi faire la redistribution. Ce n'est pas de la charité. Je peux dire qu'il n'y a pas d'emploi comme nous le voyons aujourd'hui, mais le gouvernement nigérien, sous la présidence de M. Tinubu, il y a les hommes d'affaires nigériens peuvent dépenser 1/20 de leurs recettes pour les investissements. Ces affaires qui font plus d'argent, et nous avons aussi essayé de ramener 3 trilliards de naira au Nigeria. Et donc, on peut faire en sorte que cela puisse arriver sans demander de l'argent de charité, sans demander aux organisations philanthropiques de nous aider. Donc, nous pensons que nous devons donc créer une sorte de croissance au niveau de l'Afrique, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut encore faire. Donc, en agissant ainsi, donc, nous devons aider à rehausser le niveau de vie des populations. Je suis plus intéressé à voir comment les jeunes Africains combien de jeunes Africains vont se retrouver dans mauvais drap dans 30 ans. Donc, nous devons commencer à être créatifs. Il ne s'agit pas seulement de parler des entretiens, mais commençons à agir. Pas dans 5 ans ou 20 ans, à partir de maintenant, mais maintenant même. Une autre question là. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle John Beria, je représente la réassurance africaine, Continental Reassurance, tant de principaux leaders sur le marché africain. Tout ce dont nous discutons ici maintenant n'est pas nouveau. Je l'ai entendu au cours des décennies. Et pourquoi est-ce que l'Afrique ne se met pas à l'échelle? On parle des capitaux. Quels sont les défis qu'on rencontre au jour le jour? Nous avons les meilleures politiques sur papier. Où est-ce que ça nous amène? D'où je viens, je pense que c'est toujours le problème de leadership, de gouvernance et redevabilité. Si nous pouvons vraiment tacler ces 3 aspects, alors là, le problème sera résolu. Pourquoi les capitales? Notre évaluation de crédit est très élevée, le taux de crédit est très élevé. Si nous pouvons résoudre tout cela, le reste va se mettre en place. Nous avons les meilleures politiques sur papier, mais la différence entre le papier et la pratique, c'est ça le grand fossé. Et là, de partir d'où je suis assis en tant qu'organisation, c'est la seule chose qui n'est pas, bien sûr, n'a pas échoué à 100% en Afrique, mais c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Une autre question ici, il y avait un commentaire. Thank you very much. And a big thank Merci beaucoup, merci à tout le panel. Vous avez fait un formidable travail. Je m'appelle Sisa Mwangi, je suis le doyen de l'école commerciale. Cette question suit John Beria qui ont dit qu'il faut considérer tous les facteurs qui, en fait, rendent tous les continents qui paralysent tous les continents. Alors, vous allez constater que
il y a le leadership dans les affaires commerciales qui ont la bonne volonté de faire, mener bien les affaires, bien mener les affaires sur la bonne voie, mais il y a aussi le problème de leadership politique. C'est une question que je pourrais me poser aux panélistes qui donnent un commentaire. C'est la bonne volonté du leadership pour la réussite à travers tous les continents et pour influencer le leadership politique. Je peux me tromper, nous ne nous engageons pas dans la politique, c'est ça le problème. Mais la force des affaires peut être importante pour influencer la force politique, pour amener ce que Jane disait, pour avoir les leaderships voulus, pour avoir l'impact voulu dans ce processus de l'environnement de leadership amené en fait n'a pas amené à la prospérité, mais plutôt à la pauvreté. Alors posons-nous des questions. Qu'est-ce que les milieux des affaires peuvent faire mieux pour influencer le leadership politique pour la transformation du continent? Merci. Très facile. Question, mais très facile. Pour influencer le leadership politique. Qu'est-ce que les milieux des affaires peuvent faire pour influencer le leadership politique? Je pense que cela va bien sûr dans le sens du dialogue constant. Nous devons nous asseoir autour de la table régulièrement. Ensemble, nous pouvons être en mesure de nous regarder dans les yeux, puisqu'on est redevables les uns envers les autres. Et cela est arrivé dans certains pays, peut-être pas dans tous les pays, mais la tendance est généralement positive. La dame disait que qu'elle a entendu ici, il n'y a rien qu'elle a entendu de nouveau ici, puisque nous continuons à dire la même chose, mais restons positifs, pas pessimistes. Alors, bien sûr, nous voulons peut-être au rythme où on veut le voir pour qu'il y ait un impact, mais j'ai entendu une session ce matin où un monsieur a dit que 12 de ces pays étaient sur le continent, donc nous devons reconnaître et nous devons apprendre quelles sont ces choses que tel pays fait avancer plus rapidement, qu'est-ce qu'ils font mieux que les autres, et puis essayer d'émuler. Alors, je suis certain que le dialogue de politique entre le gouvernement et le secteur privé doit être constant et franchement, honnêtement, on doit se regarder dans les yeux et quand ça arrive, vous verrez beaucoup d'avancées. Et je crois que dans les secteurs comme les TIC, la technologie, nous avons vu les dirigeants qui ont compris la nécessité, qui pouvaient parler avec les leaders, les experts pour que les choses puissent avoir lieu, pour travailler, produire des entretiens avec les secteurs manufacturiers. Et ils ont compris. Donc, et puis, il y a maintenant des grands millions de petits exploitants qui parlent d'une seule voix et qui parlent aux dirigeants politiques pour changer la donne. Donc, il faut s'asseoir autour de la table, discuter avec les dirigeants politiques. Ça peut créer un effet. Vous pouvez ajouter quelque chose? Ce qu'on peut ajouter, ce qui est important pour les affaires ici, c'est bien sûr il est facile de se plaindre de dirigeants politiques, mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Alors, les promesses que vous faites, c'est un problème. Donc, concentrons-nous sur les politiques qu'on met en place et essayons de donner des livrables par rapport à ces politiques. Merci beaucoup. Une toute dernière question avec... il nous reste une minute avant qu'on puisse céder la salle. Une question courte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Bob. Je travaille pour la banque de Kigali. On ne vous entend pas, votre voix. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je m'appelle Bob, je travaille à la banque de Kigali et je pense qu'on a déjà parlé de plusieurs choses, entre autres les infrastructures, et bien sûr on bâtir avec une jeune population. Mais ma question m'amène
à ceci pour tous les PDG dans le panel? Comment est-ce que vous alignez vos entreprises pour, bien sûr, évoluer dans le sens des objectifs du développement durable? Et comment vous pouvez créer des opportunités pour les jeunes Africains qui veulent un changement positif, pour créer un changement positif? Deux questions en une. Comment vous voulez, bien sûr, aligner vos entreprises avec l'objectif de développement, la croissance, les objectifs de durable et puis ODD, quoi. Et je pense que c'est très difficile d'entendre la question d'ici. En fait, pour la ligne de croissance et les opportunités pour la jeunesse, oui. Je vais vous laisser répondre, mais là, il s'agit d'opportunités ou de chances d'embauche. La croissance est liée au business ou aux affaires que nous mettons en place. Il faut créer, en fait, qu'il y ait des opportunités d'embauche. C'est à ça que nos affaires commerciales doivent déboucher. Et ça dépend du capital que nous allouons à cela. Et ça doit créer des opportunités d'emploi, et bien sûr avec un investissement direct. Peut-être je peux ajouter un seul point. Si nous voulons faire des champions, les jeunes gens ne devraient pas seulement chercher de l'emploi, mais voir aussi comment créer de l'emploi. Précédemment, j'ai donné l'exemple de TIC. C'est l'un des domaines les plus dynamiques sur les continents et nous avons vu beaucoup d'investissements à venir là-dedans, surtout dans des pays qui ont vraiment compris et qui ont mis en place des politiques appropriées comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Sénégal, je me rappelle. Ils sont en train de mettre en place un environnement favorable pour que les gens puissent en fait exploiter le potentiel qui leur a donné, se former dans le numérique. Voilà l'exemple, regardez les Meta qui a été créé par un jeune homme qui a été à l'université. Maintenant, Meta maintenant fait plus de 400 milliards de recettes avec combler bien sûr des lacunes sur le marché. Donc nous pouvons rendre nos jeunes gens dans nos pays bien sûr à long terme. C'est pas un parcours d'un mois, mais il faut bâtir à long terme puis former nos jeunes gens pour qu'on puisse avoir des champions dont on sera fier. Peu de temps, nous devons donner la salle. Monsieur Brelote. Marshall, merci beaucoup. Diane, tous, merci pour vos contributions. Merci à tout le monde.